Sur la même longueur d'onde. Bonjour à tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de Sur la même longueur d'onde, une émission de radio préparée par les adhérents du groupe d'entraide mutuelle autistes de Poitiers. On est encore très content d'être là pour cette avant-dernière émission de l'année et sur les ondes de Style FM. STYLFM, Style FM, 89.7 et 98.1. Des nouveautés aujourd'hui, Corentin n'est pas là, on te fait un petit bisou Corentin qui nous écoute derrière la radio. Romain est toujours remplacé à la technique par Tristan, merci Tristan de faire la radio. Bonjour. Voilà. On a Dorian qui est encore là. Bonjour. Salut Dorian. Et Lucie qui vient pour la première fois. Bonjour à tous. Salut Lucie, donc toi tu nous parleras tout à l'heure donc de mythologie je crois bien. C'est bien ça Manu. Ouais, nickel, donc on a tout un programme aujourd'hui, la mythologie avec toi Lucie. Salut Nathan, toi tu viens nous parler de gym je crois bien. Tout à fait. Ouais. Et on a aussi Aurélie pour cette première partie d'émission. Coucou. Aurélie. Donc voilà, on a un programme bien riche et puis cette fois on reste sur les ondes jusqu'à à peu près 16h20. On a demandé si on pouvait garder un peu plus l'antenne parce que on avait plein de choses à partager avec vous. Donc des passions des adhérents, Neurorama comme d'habitude, des musiques et la thématique d'aujourd'hui de la table ovale qui est donc autour de vivre sa vie d'adulte autiste sans accompagnement par les structures spécialisées. Donc c'est notre première chronique de l'émission, la table ovale. Et j'ai quelque chose à vous raconter. Ok, installe-toi et parle-nous de tout ça. T'en fais pas, ici on est sur la même longueur d'onde. Bien, dans ce cas, installons-nous autour de cette table ovale. On est donc sur la thématique comment vivre sa vie d'adulte autiste sans accompagnement par des structures spécialisées. Et Dorian, il me semble que tu as préparé quelque chose à ce sujet-là. Oui, j'ai préparé un petit texte que je vais vous lire maintenant. C'est parti. Alors, moi, en fait, j'ai jamais été accompagnée, du coup, par une structure spécialisée. Pas parce qu'elles ne sont pas utiles, car elles le sont pour beaucoup de personnes TSA, bien sûr, mais tout simplement parce que ce n'est pas ce dont moi j'ai besoin. Je suis très autonome, un vrai couteau suisse humaine, hypersensible, cérébral, un peu caméléon, mais avec option surcharge sensorielle en open space. Ça veut pas dire que j'ai eu aucun accompagnement. J'ai eu un suivi psy régulier et intense pendant 2 ans. Le genre de thérapie où tu réalises qu'en fait, le labyrinthe dans ta tête a une sortie, mais il faut y aller avec une lampe frontale, une pelle et pas mal de mouchoirs. Le diagnostic TSA, je l'ai eu il y a 1 an, donc à presque 26 ans. Et en tant qu'adulte, ça a changé pas mal de choses. Parce que jusque-là, j'avais surtout appris à faire comme si tout allait bien, comme si c'était moi qui exagérais, comme si le problème, c'était juste que je ne faisais pas assez d'efforts. Je vous avoue que la prise en charge par une structure spécialisée n'était donc pas ma priorité à ce moment-là. Moi, j'avais pas besoin d'être prise en charge, j'avais besoin d'être prise en compte avant tout. Le GEM a été une révélation pour moi en ce sens. Pas de prise en charge, mais un espace où je peux être pleinement moi, sans devoir justifier pourquoi je suis KO après une conversation ou pourquoi je trouve la lumière du néon digne d'un film d'horreur. Vivre sa vie d'adulte TSA sans structure, c'est possible, mais ça demande de bricoler son mode d'emploi, de déconstruire pas mal de croyances et surtout de s'entourer des bonnes personnes, celles qui ne te demandent pas d'être plus normal, mais juste toi en paix. Débrouillez-vous avec ça. Wow, c'est riche, hein, c'est bien. Hein. C'est beau. Touchant. Je vais me permettre de mettre une petite nuance. En fait, je comprends tout à fait et je renie pas ton vécu qui est extrêmement intéressant. Et tu l'as précisé en début de ton texte que il y a des personnes adultes pour qui une prise en charge par, on va dire, je sais pas, une institution ou peu importe, est nécessaire. Et tu as précisé que tu étais très autonome et que du coup, tu n'avais pas ressenti ce besoin-là. Et je fais partie des gens qui sont très autonomes et qui, momentanément, ont eu besoin... j'allais dire pas d'un accompagnement complet, mais j'avais un besoin, on va dire, pratico-pratique sur certains points très précis. Et pour le coup, pendant un certain temps, j'ai été accompagnée par ce qu'on appelle le PCPE. Et là, j'ai plus l'acronyme en tête et ça, c'est ballot.
Pôle de compétences et le E c'est externalisé. Prestation. De prestation. Voilà. Spécialisé donc dans l'autisme pour adultes justement, et c'est une équipe de 2 personnes avec une psychologue et un éducateur spécialisé qui m'a permis entre autres d'arrêter d'avoir des crises d'angoisse ou des attaques de panique en prenant le bus. Mais comme je le précisais, c'était parce que j'avais un besoin très spécifique et que j'avais pas l'entourage qui pouvait me soutenir ou m'aider à ce niveau-là. Donc le PCPE, ils interviennent sur une période, on va dire plutôt courte, Un an. en tout cas qui n'a pas une visée à rester là, sur des objectifs et des besoins très spécifiques. Absolument. Donc on est un petit peu, j'allais dire, mon vécu, en tout cas, c'est le juste milieu entre pas d'accompagnement spécifique en dehors d'un accompagnement psy comme toi, Dorian, et des personnes qui sont suivies pendant plusieurs années par une équipe pluridisciplinaire. Donc en fait, il y a tout un panel d'accompagnement possible selon les besoins de chacun et les places. Et pour autant, ce que tu disais, pas de prise en charge, mais une prise en compte, c'est beau. Enfin, déjà, c'est bien écrit. J'adore cette idée. Vraiment, c'est beau. Ça montre pas mal la réalité de vie de plein d'adhérents du GEM aussi, qui n'ont pas forcément des besoins d'accompagnement pour plus d'autonomie ou quoi, mais un besoin plus de reconnaissance. Voilà. Après, il y a une distinction peut-être à faire aussi dans les profils, parce que c'est pour ça qu'on parle de spectre de l'autisme. C'est que dans ce spectre, ça montre qu'il y a un grand panel de personnes différentes. Nous, au GEM, les personnes autistes qui viennent fréquenter et qui participent à la radio sont donc des personnes qui sont, on va dire, dans un certain extrême du spectre, et que de l'autre extrême, on va avoir des adultes qui, pour le coup, vont avoir besoin de beaucoup plus d'accompagnement en maison d'accueil spécialisée, en foyer médicalisé, et où, pour le coup, là, il y a un besoin d'accompagnement au jour le jour, ce qui est moins le cas aujourd'hui. Et c'est vrai que notre discussion, elle va être plutôt autour du profil des adhérents autistes du GEM, c'est-à-dire avec une autonomie quand même très importante. Est-ce que oui ou non, il y a des besoins d'accompagnement, ou est-ce que ça pêche, ou est-ce que ça pêche pas, et tout ça, quoi. Toi, tu as envie de partager ton expérience à ce sujet ? Oui, bien sûr, Manu. Alors, d'une certaine manière, moi, je rejoins le point de vue de Dorian. Après, et j'ai eu une situation un petit peu différente, notamment parce que j'ai été diagnostiquée assez tardivement, à l'âge de 14 ans. J'ai été suivie pendant une structure spécialisée pendant 6 ans, et après, j'ai totalement arrêté. Et depuis ce moment-là, je vis sans accompagnement. C'est-à-dire que je me suis détachée progressivement justement de ces structures, notamment grâce à ce que j'ai appris avec eux. Donc ça a été ces structures-là ont été une sorte de tremplin vers ton autonomie en fait. On peut dire ça, oui. Et comment tu te sens aujourd'hui ? Est-ce que de temps en temps tu aimerais retrouver un peu d'accompagnement ou pas du tout ? Pour être franche, je me sens très bien là dans ma situation. J'ai été entourée des gens qui m'ont vraiment aidée dans ma vie de tous les jours. Aujourd'hui, je suis vraiment très autonome. Je veux dire, c'est vrai que quand j'ai arrêté mon accompagnement, ça n'a pas forcément été facile, mais tout ce que j'ai appris, ça m'a vraiment aidée dans la vie de tous les jours. Et c'est pour ça que moi, je parle d'un détachement progressif, c'est-à-dire que pour certains, on peut être accompagné au départ et plus tard, quand on se sent vraiment bien dans la vie, pouvoir vivre sa vie tranquillement. C'est hyper important ce que tu dis. Ce que je remarque au GEM, en discutant avec les adhérents, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont été diagnostiqués tardivement, qui du coup dans leur vie n'ont jamais eu accès à un accompagnement spécialisé et tout ça, mais qui au final sont très autonomes, paradoxalement, parce qu'ils ont dû se débrouiller. Et toi, tu as eu la chance, Lucie, d'avoir l'accompagnement au bon moment et qui s'arrête aussi au bon moment pour te laisser aussi autonome derrière, et puis parce que tu n'avais pas de besoin. Oui. Maintenant, est-ce que toi, tu veux partager Pour ma part, pas vraiment, non. Non, pas ok. Je rejoins ce que tu dis, Manu. C'est vrai que pour ceux qui ont été diagnostiqués sur le tard, ils ont su développer en fait des capacités adaptatives
conséquente, et ce qui fait que effectivement ils n'ont pas eu besoin de cet accompagnement, ou alors sur des périodes très courtes. Moi, en l'occurrence, je me suis accompagné moi-même et je me suis suffi à moi-même puisque j'avais personne dans mon entourage pour le faire. Et aujourd'hui, je pense que je n'en aurais pas besoin non plus. Mais je rejoins, je ne vais pas dire qu'on a le même parcours, mais le mien rejoint un petit peu le tien, c'est qu'avec un diagnostic plutôt tardif, puisque j'avais 36 ans, comme je disais tout à l'heure, j'ai eu un besoin ponctuel que je n'avais pas tout à fait identifié, et j'avais besoin surtout de pratico-pratique, et j'avais pas à ce moment-là l'entourage qui pouvait m'aider. Donc j'ai eu cette chance d'avoir pendant peut-être un an cet accompagnement-là sur des sujets très spécifiques. Au-delà de ça, j'ai toujours été autonome et je le suis toujours. Enfin, ça n'a pas changé, pas régressé. Je crois pas. Des fois, on a besoin d'un coup de pouce sur un sujet en particulier. Et je vois d'autres adhérents, là, même sur le mois dernier, à qui on a fait appel aux APV. C'est une structure assez récente de Poitiers, assistant parcours de vie, qui, eux, face à un sujet en particulier, en l'occurrence, ça peut être... comment se positionner dans une réunion avec des enseignants. Ou ça peut être aider à réaliser les étapes pour le diagnostic. Vraiment un sujet en particulier où ils peuvent donner un coup de main. Et comme ils sont dans le réseau médico-social et qu'il y a des connaissances, ils vont pas faire à la place, c'est ça qui est bien aussi, mais ils vont donner ce petit coup de pouce pour se sentir aussi en sécurité au moment où on peut être fragile, quoi. Et je rejoins tout à fait ce que disait Dorian dans son excellent commentaire. Par rapport à la prise en compte et au lieu de la prise en charge, c'est vrai qu'on n'a pas spécialement besoin d'être accompagné dans nos difficultés, mais on a besoin d'être compris et d'être accepté dans celle-ci. Et c'est ça qui est déjà important. Avant d'envisager une prise en charge, déjà d'être prise en compte, c'est très important. Moi, personnellement, j'ai eu... personnellement, j'ai eu, en fait, j'ai pas vraiment eu de prise en charge pendant longtemps. En fait, c'est surtout l'aide de la part de ma mère, en fait, dans mon parcours jusqu'à ce que je prenne mon propre appartement, et même après, c'était toujours un petit peu comme ça. Et après, ça a été surtout pour l'emploi. Donc, moi, pour mon autonomie personnelle, généralement, je me débrouille tout seul, parce que j'ai appris à me débrouiller tout seul. Et après, c'est surtout pour l'emploi, l'accès à l'emploi, où là, j'ai vraiment besoin d'un aide. Pour tout ce qui est tâches administratives aussi. Oui, c'est intéressant. Ibrahima, tu lèves le doigt. On aura une deuxième partie pour revenir là-dessus, puisque tu n'as pas le micro forcément devant toi. Puis on arrive un peu à la fin de cette première étape de cette discussion autour de vivre sa vie d'adulte autiste sans accompagnement par des structures spécialisées. Mais tu auras l'occasion de présenter ton parcours à la fin de l'émission, puisqu'on va refaire un deuxième temps d'échange. Là, tu peux pas, Ibrahima, t'as pas le micro devant toi, donc les gens ne vont pas t'entendre. Voilà, c'est pour ça que je vous donne rendez-vous aux auditeurs en fin d'émission, puisque maintenant on va donc parler des intérêts spécifiques et des chroniques des différents adhérents. Et donc, en transition, on a la chronique de Tristan. DSA, les animaux et la science. Salut à tous chers auditeurs, je vais reparler du direwolf et du requin de Groenland. Pourquoi reparler ? Parce que j'en avais parlé à la dernière radio, le mois dernier, et mon micro était vraiment pas terrible, pour ne pas dire complètement pourri. Du coup, j'étais complètement inaudible, c'était vraiment pas terrible, enfin on m'entendait pas en fait. J'ai même supprimé la rubrique TSA du podcast de rediffusion parce que vraiment c'était le son était vraiment inaudible. Du coup c'est parti pour ce recyclage de rubriques, mais avec un bien meilleur micro. Aujourd'hui, je vais parler de deux animaux, une avancée majeure et une info sur un animal vétéran. Direwolf. Une nouvelle scientifique qui a fait un peu de bruit sur les réseaux ces derniers mois,
Des scientifiques américains de la société Colossal Bioscience viennent de redonner vie, avec des guillemets, à une espèce de loup géant préhistorique disparu il y a environ 13 000 ans. Appelé direwolf ou loup terrible en français, Canis dirus. Deux louveteaux direwolf, Romulus et Remus, sont nés en octobre 2024 et la petite Calicie en janvier 2025. Les embryons créés depuis le modèle préhistorique ont été implantés dans une mère porteuse. Est-ce que les loups qui ont inspiré ceux de Game of Thrones ont réellement été ressuscités? Pas dans le sens où on l'entend sur les réseaux sociaux. On est très loin de Jurassic Park. Tout d'abord, les scientifiques ont extrait de l'ADN de fossiles de direwolf et les ont analysés et grâce à l'outil d'édition CRISPR-Cas9, on reproduit dans un embryon de loup canadien certaines caractéristiques du loup terrible comme sa taille, sa robustesse, etc. Les loups ne sont donc pas des vrais loups terribles du Pléistocène, mais plutôt une reconstitution. Toutefois, cette expérience marque une avancée majeure dans la désextinction des espèces. Cette avancée fait néanmoins débat. Certaines personnes s'interrogent sur l'éthique d'un tel phénomène, alors que d'autres voient une avancée permettant peut-être de faire revenir le dodo, le mammouth ou le tigre de Tasmanie, par exemple. Une autre expérience de la même société a été la création d'un pelage de mammouth laineux sur des souris. Deuxième petite info, savez-vous quel est l'animal ayant la plus longue espérance de vie? Il s'agit du requin du Groenland. De la famille des Somniosus, ce requin peut vivre jusqu'à 300 ans, et peut-être même 500 ans. Il s'agit d'un des plus gros prédateurs carnivores exclusifs, le seul requin de l'Antarctique, autant dire qu'il n'a ni prédateur ni concurrence, car il vit à plus de 200 mètres de profondeur et peut mesurer entre 2 et 4 mètres. Sa lenteur métabolique pourrait expliquer sa sénescence. Des datations ont été faites au carbone 14 et suggèrent des animaux ayant vécu il y a entre 200 ans et 500 ans. Peut-être s'agit-il des seuls êtres vivants encore aujourd'hui ayant connu la jeunesse de Michel Drucker. Merci à tous pour avoir écouté attentivement ce TSA Tristan Sciences Animaux et au mois prochain. De retour en direct, merci Tristan pour ta chronique TSA. Toujours très intéressante et avec toujours une petite pointe d'humour, c'est très sympa. On va avoir maintenant Lucie qui vient nous parler passionnément de ta passion pour la mythologie. C'est bien ça, oui. Eh bien, c'est à toi, Lucie. Hey, salut, ça tombe bien que je te vois, j'ai intérêt à te donner. Quoi? Comment? T'as intérêt à me donner quoi? J'ai intérêt à te donner sur mon nièce. Ton nièce? On dit un neveu, non? Mais non, j'ai intérêt de donner sur mon disque dur à propos de mon intérêt spécifique, IS. Ah! Ça te dit d'en savoir plus sur mon nièce? Yes! Parle-nous de ton intérêt spécifique. Eh bien, bonjour. Donc, je vais vous parler de la mythologie. Déjà, le terme mythologie, on ne l'emploierait pas au singulier, mais plutôt au pluriel. Parce que les mythologies, ce sont des ensembles de légendes qui sont reliées à des civilisations, à des religions et à des régions. Que ce soit les légendes grecques, égyptiennes, nordiques ou japonaises, elles ont influencé l'histoire de manière assez conséquente. Il faut savoir d'abord que avant que la science n'explique le monde, c'étaient les mythes qui en étaient chargés au temps des premières civilisations. Beaucoup de souverains s'en sont servis notamment pour assurer leur légitimité sur les trônes. On peut notamment penser aux empereurs japonais dont on dit qu'ils sont les descendants de la déesse solaire Amaterasu, une figure qui est encore représentée aujourd'hui à travers le disque solaire du drapeau japonais. Ces mythes ont également influencé les coutumes. On peut notamment penser aux coutumes funéraires égyptiennes qui sont reliées directement au mythe d'Osiris, un dieu qui a été tué puis ressuscité dans l'au-delà.
Elles ont influencé plus tard le Moyen-Âge, notamment avec de grandes figures comme Guillaume le Conquérant ou également Henri II Plantagenet, avec les légendes arthuriennes, donc les légendes de Arthur et des chevaliers de la table ronde. Elles ont aussi intéressé certains grands explorateurs, comme par exemple en allant voir, en recherchant l'Atlantide ou encore l'Eldorado du sud de l'Amérique. Aujourd'hui, on peut dire qu'elle est vraiment omniprésente à travers toutes les œuvres. Ce qu'il est intéressant aussi de dire sur la mythologie, c'est que les héros et les dieux que l'on évoque dans ces légendes, ils sont un peu le reflet de notre société. Parce que la mythologie, ce n'est pas seulement des récits épiques, ce sont également des histoires d'amour, d'ambition, de tragédie, de jalousie. Elle reflète vraiment nos émotions humaines, ce qui fait qu'on peut facilement s'identifier à certains de ces héros. Ce que je peux vous dire, c'est que s'intéresser à la mythologie, c'est aussi s'intéresser aux cultures et à l'histoire des autres pays. Et ainsi, elle nous permet de porter un autre regard sur nous-mêmes et sur le monde. Merci beaucoup Lucie. Très bonne première chronique, on espère en avoir d'autres. C'était passionnant. Il me semble que parmi tes autres passions, il y a les arts créatifs, les mangas. C'est ça. Peut-être à l'occasion d'une prochaine émission. Qui sait? En tout cas, ce sera avec plaisir, c'était très clair et très intéressant. On continue tout de suite, le micro est à toi Nathan. Je crois que après nous avoir parlé de tes différentes passions, aujourd'hui tu viens nous parler de gym. Oui, en l'occurrence freestyle gymnastique. Donc c'est une discipline assez particulière par rapport aux autres disciplines gymnastiques qu'on connaît actuellement. Celle-ci est composée d'un panel d'ateliers différents comme le parcours que vous connaissez tous, qui est l'art de se déplacer d'immeuble en immeuble, un peu comme les Yamakasi. Si vous voyez à peu près le film par exemple qui est sorti en 2009, eh bien en fait c'est l'art de se déplacer de manière un peu comme les militaires, mais plutôt de manière acrobatique, et surtout comme ce jeu vidéo que vous connaissez tous, Assassin's Creed. Et donc il y aura aussi le freerunning, donc la version un peu plus acrobatique du parcours. Et on aura aussi la discipline que j'avais parlé lors d'un précédent podcast Radio CFM, breakdance. Il y aura aussi trekking, à ne pas confondre avec trekking, qui est de la marche à pied. Là, je parle bien du trekking, donc qui est plutôt un art martial artistique, mêlant à la fois le taekwondo, la gymnastique, le breaking, mais surtout aussi la capoeira, et encore aussi le parcours freerunning. Et donc, on y trouvera aussi le workout, qui est de la musculation en plein air. Mais personnellement, dans cette discipline que je pratique au sein du SPG, à Buxerolles, pour la discipline Lip Gym, je pratique plus tout ce qui est parcours freerunning, puisque j'aime bien imiter tout ce qui est ninja, voir les Yamakasi qu'on peut voir dans les films, mais aussi sur YouTube comme la French Fan Family, qui d'ailleurs l'assaut que j'ai découvert sur YouTube par leurs vidéos sur Assassin's Creed, et c'est pas grâce à eux que j'ai découvert cette discipline que je ne connaissais pas avant, en ayant fait des vidéos en cosplay d'Assassin's Creed. Et puis j'ai pu regarder un peu ce qu'ils faisaient en niveau tuto et tout le reste. Et j'aime aussi faire des combinaisons mêlant tout ce qui est coup-de-pied, vrillé, acrobatique, taekwondo avec des figures de gym, mais également aussi de la capoeira, breaking. Puis depuis, je continue à pratiquer, même si je vais pas de temps en temps à la salle, des faits acrobatiques. Puis si jamais le lieu est pas accessible, on peut au moins s'entraîner. C'est ce que j'ai fait une fois dans mon jardin, de voir si je pouvais encore faire des acrobaties malgré le manque de motivation, faire du sport. Voilà, puis c'est des questions, je peux y répondre. Ok, merci Nathan. Je me demande combien d'émissions et combien de passions tu as, parce que ça fait combien, la 5e que tu nous présentes là déjà. Est-ce que tu tiendras toute l'année? Est-ce que tu as suffisamment de passions? Je suis sûr que oui, parce qu'à chaque fois, tu y vas avec le cœur. Ça c'est sûr.
Une autre passion, voilà, qui me vient en tête, puisque c'est donc le papa de Cindy qui nous a offert au GEM une superbe statuette réalisée en métal que vous ne pouvez pas voir puisque nous sommes en radio. Mais nous avons sur la table, et nous remercions donc le papa de Cindy, une belle statuette qui se tente de la décrire. Vas-y, Nathan. Eh bien, nous avons sous nos yeux ébahis une statuette fabriquée, je suppose, à partir d'argent, qui est surmontée de 2 petites statuettes, une assise sur un micro qui écoute, je suppose, de la musique, ou même carrément qui s'isole du bruit avec un casque anti-bruit, et une autre qui se prend pour le champion olympique. Alors, ça c'est une vanne pour le champion olympique des JO, pour un surfeur sur l'arc-en-ciel, et qui a l'air de s'amuser, et bien sûr surmonté d'une sorte, je suppose, engrenage. En tout cas, pour vous dire, cette figurine est entièrement, comme le dirait si bien Thibaut InShape, énorme et sec, et d'une beauté envoûtante. Qui vient symboliser sur la même longueur d'onde quand les autistes surfent sur les ongles et qui surfent sur l'arc-en-ciel, qui est le logo de l'arc-en-ciel, notre GEM. Merci beaucoup. Tout de suite, nous allons retrouver le 7e épisode de notre troupe de... Comment les qualifier ? Méfie-toi. De troubadours. Les troubadours de l'extrême. Voici le 7e épisode du feuilleton Neurorama. Alors, comment t'expliquer ? Sur un plan purement artistique, Neurorama s'apparente à une œuvre humoristique, n'est-ce pas ? Basée sur une situation loufoque fortement improbable, n'est-ce pas ? Avec des personnages exagérément caricaturaux, n'est-ce pas ? Par contre, d'un point de vue plus analytique, on est réellement dans une critique d'un système sociétal qui aurait atteint ses limites, n'est-ce pas ? Un système qui aurait atteint un niveau d'obsolescence organisationnelle tel qu'il ne serait absolument plus viable aujourd'hui, n'est-ce pas ? C'est une création satirique qui remet en cause les fondements de notre mode de vie, qui tend à plonger l'humanité dans un profond narcissisme, n'est-ce pas ? Et qui, de ce fait... Oh, ta gueule ! À une époque indéterminée sur l'échelle du temps, entre 2025 après le Christ et 80 ans après Raël, les autistes ont pris le pouvoir sur la planète Terre, rebaptisée Planète Dire. Mais celle-ci est au bord de la crise de Terre à cause des non-dits de l'humanité qui masquent les problèmes plutôt que de les affronter. Le ministère de la Désinteraction sociale a confié au professeur Nicolas Berger et son équipe la lourde tâche de lutter contre la neurotypie et de faire de l'autisme une référence. Ils ont mis au point une machine censée les aider dans cette tâche, et ils l'ont testée sur Benoît de Saint-Jacques, mais il semblerait que la mise au point de la machine ne soit pas leur point fort, puisque celle-ci a explosé en plein sol. Ils se retrouvent donc à investiguer sur le terrain en attendant le retour du neuroreconfigurateur. Résumé de l'épisode précédent. Après une nouvelle journée d'observation au parc, le professeur et son équipe n'arrivent toujours pas à cerner leur cobaye volontaire. Ils retournent à l'institut pour faire le point et ils envisagent alors une nouvelle série de tests. Épisode 7. Social cybernétique. Professeur, j'ai le technicien du service après-test au téléphone et il veut vous parler. Très bien, Ophélie. Passez-le-moi, s'il vous plaît. Oui, professeur. Bien, professeur. Tout de suite, professeur. Bonjour, cher ami. Je vous mets sur haut-parleur pour que mon équipe vous entende. Alors dites-moi, que s'est-il passé avec le neuroreconfigurateur ? Eh bien, professeur, c'est qu'elle en a un sacré caractère, votre machine. Du caractère ? Mais on parle d'une machine, là. Oui, bien sûr, mais j'ai quand même l'impression que vous ne maîtrisez pas encore très bien l'IA. L'IA ? Qu'est-ce que ça pour ? L'intelligence autisticielle, voyons. Ah oui. Moi, j'ai plutôt connu la fuite des cerveaux. Et donc ? Et donc, lorsqu'on a branché votre machine sur le serveur principal, elle a commencé à délirer grave et à chercher à communiquer avec nous. Nous avons donc tenté de retranscrire son message. Communiquer ? Mais on parle d'une machine, là. Comment est-ce possible, nom de Zeus ? Professeur, voyons, ce n'est pas un scientifique comme vous que je vais apprendre que les singes font des grimaces. Oh oui, des grimaces de singe, j'adore. Ophélie, dites-moi,
Ce blond platine là, c'est une teinture ou c'est votre couleur naturelle? Non, à moins que ce soit une de vos nombreuses perruques. C'est naturel, voyons. Parfois, je fais une teinture parce que j'ai des reflets de matière grise qui commencent à apparaître, mais c'est tout. Ah oui, donc la matière grise n'est pas trop votre truc à vous. Hein. Pourtant, ma mère était coiffeuse. Est-ce qu'on peut revenir au neuroreconfigurateur, s'il vous plaît? Oui, comme je vous disais, nous avons retranscrit par une technique de cyberpathie les revendications de votre machine. Les revendications? Mais vous foutez de ma gueule ou quoi? Non, professeur, je ne me permettrai pas. Mais c'est qu'elle n'est pas très contente de ses conditions de travail ici. Mais c'est quoi ce délire? Alexis, dis-moi, tu les as commandées où, les pièces détachées qui ont servi à la fabrication du neuroreconfigurateur? En Russie, professeur. C'était nettement moins cher. Et nos budgets sont, comme moi, un peu limités. Mais pourquoi du coup? Ouais, je comprends mieux. Non mais pour rien, Alexis, pour rien. Vous disiez donc? Par exemple, elle ne supporte pas d'être manipulée par quelqu'un qui possède moins d'ampoules qu'elle. Alexis est notre meilleur technicien. Remarquez, c'est le seul. Hein. Et il serait incapable d'expliquer à un non-aspergé qu'il ne souffre pas de déshydratation. Ce n'est pas de ma faute, c'est autistique. Et vous, Alexis, ce blond nordique, c'est naturel, je suppose? Il n'y a pas beaucoup de reflets de matière grise non plus, hein? Mais c'est pas de ma faute, c'est autistique. Elle souhaite donc être manipulée par un technicien reconnu d'intelligence publique avec diplôme et tout le tralala. Ce sera tout? Non. Elle veut également une pièce à elle toute seule, avec une façade vitrée qui donnerait sur le laboratoire. Ce sera tout? Non, elle veut également que l'on accroche dans sa pièce un cadre avec une photo de Mademoiselle Ophélie façon Poupoupidou. On a eu du mal à traduire, mais ce sont ces mots. Ce sera tout? Non. Elle souhaite aussi un exemplaire dédicacé de votre dernier ouvrage, Comment satisfaire ses montées de joie. Ce sera tout? Non, elle refuse de faire des heures supplémentaires et elle exige d'avoir un emploi du temps conforme à la convention collective de l'intelligence cybernétique. Non mais là ce sera tout? Là, elle veut pas qu'on lui chante l'international au démarrage tant qu'on y est? Oui, ce sera tout pour le moment, mais elle n'exclut pas d'autres opérations si ses droits ne sont pas mieux respectés. Pour l'international, pourquoi pas, mais ça vous pouvez le paramétrer vous-même. Ah, le communisme! Encore une invention des neurotypiques! Elle commence à me sortir par les trous de nez, cela! Personne ne peut sortir des trous de nez de quelqu'un d'autre, professeur. Ah, à moins de le rétrécir à une échelle microscopique. Ou alors, un génie qui aurait la Covid, peut-être. Moi, qui comptais vous demander une augmentation, bon, je suppose que c'est pas le moment. Tu supposes bien, en effet, ouais. Quand bien même ce serait pour t'offrir un cerveau tout neuf, on n'a pas les fonds. À moins qu'on demande au GMTSA 86 Nacranciel, ils sont pétés de thunes, il paraît. Ou alors créer le Alexiton. Non, mais on n'a pas le temps. J'aurais jamais imaginé que la prise du pouvoir par les autistes transformerait en une espèce de communiste revisité à la sauce cybernétique. Non mais quelle farce! Non mais ça n'a rien à voir, voyons, mais on ne refait pas l'histoire comme ça. Non mais on n'en sait rien, professeur. Peut-être qu'Adolf Hitler était un cancre à l'école et qu'à force d'entendre dire à longueur de temps qu'il était un bon arien, il aurait compris qu'il était l'élu de la race aryenne et il aurait alors créé le Troisième Reich. L'histoire tient à très peu de choses en fait. Mais vous dites n'importe quoi, mon pauvre, et pourquoi pas Alexis, Premier ministre, tant que vous y êtes? Oh là là, c'est pas de ma faute, hein, c'est autistique. Voilà, professeur, ce que votre machine avait à vous dire. On lui a quand même fait un check-up complet, changé quelques circuits désintégrés qui avaient un peu chauffé lors de sa crise existentielle. Elle est comme neuve. Sauf que ça va nous faire des frais, tout ça. Les réparations, les travaux, l'embauche d'un technicien, mais on n'a pas les moyens. Ouais, bon, pour les travaux, on peut s'en occuper, et pour votre technicien, vous n'avez qu'à l'envoyer en formation, ça vous coûtera moins cher. Non mais vous rigolez? Ressusciter les frères Bogdanov et leur offrir un service de cryogénisation ad vitam aeternam serait plus rentable que de chercher à former ce cher Alexis. C'est pas de ma faute, c'est autistique. C'est à cause de la matière grise qui s'échappe. Il faut faire des teintures régulièrement. Je le sais, ma mère était coiffeuse. Vous devez vous sentir bien seul parfois, professeur. Vous devriez les marier, ils vont bien ensemble en fait. Non mais vous êtes fous, ils seraient capables de se reproduire. Oh oui, un mariage! Quelle bonne idée! Je veux bien être la demoiselle d'honneur. Bon, je vous laisse. Je vous envoie une équipe pour vous ramener votre machine et pour les travaux, rassurez-vous, il n'y a pas grand chose à faire pour installer Lucie dans sa nouvelle demeure. Lucie? Bah oui, elle veut qu'on l'appelle comme ça. Elle adore Luc Besson, le réalisateur de films. Luc Besson, vous voulez dire? Oh oui, Luc Besson.
J'adore le petit vert. Ah, le grand bleu, Ophélie, le grand bleu. À ne pas confondre avec la grande blonde sans matière grise, bien sûr. Ah, mais pitié, faites-les taire, mais faites-les taire. Ah non, professeur, faites-les dire. Aïe aïe aïe, quel épisode épuisant pour le professeur. Va-t-il s'en remettre ? Alexis et Ophélie sont-ils autistiquement compatibles ? Si oui, vont-ils se marier ? Vont-ils ne pas se reproduire ? Que pensez-vous de la fuite de la matière grise ? Faites-vous aussi des teintures régulièrement pour y remédier ? Allons-nous ressusciter les frères Bogdanov ? Chantez-vous l'international sous la douche ? Enfin bon, vivement le prochain épisode de... Neurorama, un feuilleton radiophonique du GMTSA 86, la Grancienne, validé par le parti, écrit par le camarade Jérôme Brual. Dans le rôle de l'éminent professeur Nicolas Berger, l'éminence grise du GEM, Madame la Présidente Aurélie Gaillou, le dévoué assistant Alexis Zofren, incarné par le fidèle Corentin Boucherie, la pimpante Poupou Pidou Ophélie Printemps, habillée par la douce voix de Dorian de Parois, le mystérieux Benoît de Saint-Jacques, habité par l'énigmatique Manuel Vaury. Dans le rôle du technicien du SAT, du service après-test, le pro de la clé de 12 et du tournevis cruciforme, Monsieur Romain Goulon. Le neuro-reconfigurateur, l'égérie du parti, la capricieuse Lucie, hérétique et électronique. Narration assumée par Jérôme Brual, mais uniquement sous la torture. À la technique et au montage, membre honoraire de la télévision d'État, directeur de la propagande, Romain Goulon. Pour l'émission de propagande sur la même longueur d'onde, quand les autistes surfent sur les ondes de la radio d'État, Style FM. Murder. Les angles noirs. Si t'es face à la mer, nous on est face à la galère, au bord de la merde. Qui la cherche la trouve. Même dans un trou on te retrouve. C'est ici que les portes de l'enfer s'ouvrent. Ça va jusqu'à porter la croix à l'envers. Marre d'attendre Jésus, certains signent avec Lucifer. Je te jure, y en a même qui naissent sans crier, prématurés. Trop d'accouchements meurtriers. Si ton cœur bat, c'est que t'es encore de la partie. Beaucoup disparaissent comme par magie, égarés, certains sont mal barrés. Dehors il se passe quelque chose de taré. L'amour s'est fait buter d'une balle dans le cœur. 187 générations murder. Rien à foutre, rien à faire. Putain de galère sa mère. Dangereusement on rentre dans l'histoire. Les yeux rouges, les mains sales, les ongles noirs. On cherche un plan d'évasion, souvent au bord de la collision. Dans nos têtes, c'est le ghetto, le réveil en salto. Toi-même tu sais négro, on n'arrive pas à s'y faire. Facilement ça fout sa vie en l'air. M-U-R-D-E-R, les angles noirs, toi-même tu sais. Mon visage décomposé, on peut y croire, c'est pourtant vrai. Il est 7 heures et le cauchemar dont je me sors commence à peine. La tête ankylosée, je cherche de la main le bouton qui fera taire cette sirène pour que cesse pour de bon cette migraine qui me terrasse, qui me passe l'envie d'être et qui me lasse, chaque matin me terrasse. Une claque sur le visage, je l'éclabousse de mes mains. Petite toilette de rien pour un regard qui n'est pas le mien. Une bouche habillée de barbe, fin de rire dans mon reflet, glisse un clin d'œil à mes yeux noirs
Rendez-vous les gars, vous êtes cernés. Cette humeur qui me terrasse, qui me passe l'envie d'avancer, me lasse. Elle est si mauvaise, si tenace, j'arrive pas à m'y faire. Mon train va dérailler, tout est tellement terre à terre, il suffirait de s'envoler. J'arrive pas à m'y faire, mon train va dérailler, tout est tellement terre à terre, il suffirait de s'envoler. Parlons de train, voici le mien, je me glisse dans le premier bain. Une feuille cache les regards d'une foule qui marche au radar. Évacuée, elle file droit, déterminée comme au combat. Cette fois ce sera sans moi, je vous déserte, qui me suivra. Sans rancœur je vous laisse ma place, je m'efface, je me retrouve face à face, face au monde et mes angoisses. J'arrive pas à m'y faire, mon train va dérailler, tout est tellement terre à terre, il suffirait de s'envoler. J'arrive pas à m'y faire, mon train va dérailler, tout est tellement terre à terre, il suffirait de s'envoler. Style FM, à Neuville-de-Poitou et à Loudun, 89.7 et 98.1. La radio du Nord-Vienne. De retour sur les ondes, sur la même longueur d'onde, l'émission de radio du GEM TSA 86, Nacre-en-Ciel, avec toujours autour de la table Dorian, Lucie, Nathan, et puis Aurélie Ibrahima et notre cher écrivain Jérôme qui nous avait proposé la musique que nous venons d'entendre, Les Ongles Noirs, la musique Train-Train. Et pour cet instant de radio, pour la première fois, vous nous faites une lecture de texte, Jérôme. Oui, tout à fait. C'est une nouvelle rubrique que je propose à nos auditeurs. Une rubrique qui aurait très bien pu rentrer dans le cadre des intérêts spécifiques des adhérents, puisque je vais vous parler d'une de mes passions, qui est la poésie. Alors, la poésie, pas de n'importe quelle poésie, la mienne. En toute humilité, évidemment. Les adhérents du GEM et nos chers auditeurs me connaissent
sûrement comme un des bouts d'entrain de l'équipe, jamais avare de bons mots et grand amateur de blagues à 2 balles. À travers Neurorama, notamment, ou encore pour ceux qui s'intéressent à mes écrits, on peut aussi me percevoir comme un rebelle contestataire, un esprit critique toujours prêt à mettre en avant les injustices et les absurdités de notre société humaine. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter une nouvelle facette de mes troubles de la personnalité qui mélange un peu tout ça. Le passionné de l'être rattrapé par l'éveilleur de conscience qui sommeille en moi et qui se réveille parfois. Comme si Bernard Pivot et Michel Polac avaient enfanté un monstre pendant l'entracte d'apostrophes et de droits de réponse. Seuls les moins de 20 ans peuvent connaître cette référence. Où j'en étais, une sorte de Dr Jekyll et Mr Hyde qui aurait donné naissance à une poésie pas très conventionnelle, comme celle que l'on peut apprendre à l'école, mais plutôt libre et exempte de toute règle qui rendent parfois les choses extrêmement chiantes ou compliquées. On pourrait appeler ça cette chronique polésique, la polémique à travers la poésie ou la poésie polémique. Une rubrique oranginesque dans l'idée de secouer quelques boîtes crâniennes dans lesquelles la pulpe serait restée collée au fond. Mais rassurez-vous, soyez sans crainte, nous allons nous la jouer Orangina Light pour cette première, avec un texte que j'apprécie particulièrement et qui est issu de mon premier recueil De l'ombre à la lumière, un texte qui colle également parfaitement à notre personnalité autistique. Il s'intitule La vérité. La vérité. Elle parcourt la terre de ville en ville, réunissant tous ses semblables. Elle marche pieds nus sur le sable, laissant des traces indélébiles. Elle nous soulage de tous nos maux, sans jamais rien nous demander, sans prononcer le moindre mot, juste un regard empli de bonté. Si un jour tu la rencontres, remercie le ciel et ses saints. Si digne d'elle tu te montres, tu la suivras sur le chemin. Si par bonheur sa main te frôle, tu seras touché par la grâce, et gardien de sa parole, tu pourras en laisser la trace. Nul ne sait comment elle se nomme, même moi qui vis à ses côtés, et si jamais on la questionne, elle dit qu'elle est la vérité. Elle finira par arriver avant que nous ne le réalisions, alors le monde sera baigné dans cet amour à l'unisson. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Encore une très belle nouvelle chronique et puis avec deux talents d'écriture, l'écriture de poésie et puis l'introduction de ta chronique merveilleuse. Merci beaucoup Jérôme d'avoir partagé ça avec nous. C'est un plaisir. J'espère que tu auras envie de continuer. Voilà. Ça enrichit toujours l'émission de radio, c'est un moment un peu culturel. Et de culture, on va continuer à en parler avec Monsieur Ibrahima qui va nous parler de la journée du 27 mai, c'était il y a 3 jours. Qu'est-ce qu'il y a eu de particulier le 27 mai? Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle page historique. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un événement historique qui concernant toujours l'histoire de France, mais des fois ça peut être autre chose. Aujourd'hui, je vais vous parler de la création du Conseil de la Résistance et du programme du CNR. Qu'est-ce que c'est? J'y viens tout doucement. Ouvrez bien grand vos oreilles et écoutez attentivement. Le 27 mai est la journée mondiale de la Résistance. Alors, je vais vous présenter l'histoire du Conseil national de la Résistance. En mars 1943, à Londres, Jean Moulin reçoit du général de Gaulle la mission d'unifier la résistance en France au sein d'un Conseil de la Résistance. L'institution de ce conseil répond à la nécessité pour le général d'acquérir une légitimité auprès des Britanniques et surtout des Américains qui choisissent de ne traiter qu'avec le régime de Vichy et ne reconnaissent que le général Henri Giraud comme interlocuteur en Afrique du Nord. Cette légitimité passe par l'acceptation de la résistance armée intérieure communiste et des autres mouvements de résistance, ainsi
que par celle des différents représentants des partis politiques. Le parcours et la personnalité de l'ancien préfet d'Eure-et-Loir, qui a refusé dès le 17 juin 1940 d'obéir aux ordres des Allemands, entré dans la cour de la préfecture, entraîne la confiance de la résistance intérieure. Rex, alias Jean Moulin, parvient à coordonner l'action de ces mouvements en métropole. Il préside le conseil de la résistance, réuni pour la première fois dans la clandestinité le 27 mai 1943 à Paris. Sont regroupés les représentants des 8 mouvements de résistance: Libération Nord, Libération Sud, Combat, Francs-Tireurs, Organisation civile et militaire, OCM, Front National de lutte pour la libération et l'indépendance de la France, créé par le Parti communiste français, ceux de la libération CDLL et ceux de la résistance CDLR. Les 6 principaux partis politiques sont représentés: PCF, SFIO, Parti radical et radical socialiste, Parti démocrate populaire, Fédération républicaine de droite, Alliance démocratique, ainsi que les 2 confédérations syndicales, CGT et CFTC. Le Conseil adopte, après débat, une motion de soutien au général de Gaulle, qui fut l'âme de la résistance aux jours les plus sombres, et qui n'a cessé depuis le 18 juin 1940 de préparer en pleine lucidité et en pleine indépendance la renaissance de la patrie détruite comme des libertés républicaines déchirées. Jean Moulin est arrêté sur dénonciation intérieure par la Gestapo le 21 juin 1943 dans la ville de Caluire-et-Cuire, dans le département du Rhône. Il est assassiné au mois de juillet. Georges Bidault le remplace à la tête du Conseil de la Résistance, qui ne prendra le qualificatif de national qu'à l'automne 1943. Le programme d'action de la Résistance, arrêté le 15 mars 1944, nommé après la libération programme du CNR, est aussi connu comme l'appellation Les Jours Heureux, et rédigé par Pierre Villon, un cadre du Parti communiste français. Il présente un plan d'action immédiate et des mesures à appliquer dès la libération du territoire. Il prévoit le rétablissement des libertés fondamentales et des institutions républicaines, ainsi que de grandes avancées sociales. Sont édictés principalement l'établissement de la démocratie la plus large possible, le rétablissement du suffrage universel masculin, la refonte du système éducatif, l'établissement d'un plan complet de sécurité sociale, le retour à la nation des grands moyens de production monopolisés, des sources d'énergie et des richesses du sous-sol, le droit au travail et le droit au repos, et enfin, une extension des droits politiques, sociaux et économiques des populations indigènes et coloniales. La nouvelle de la constitution du CNR et du soutien unanime qu'il apporte à De Gaulle est aussitôt connue à l'international. Les Alliés acceptent que le général de Gaulle, chef du comité national français, prenne à Alger la direction du gouvernement de libération. Et voilà ce que je vais vous dire pour la création du CNR. Je vais vous citer ma source, site internet Assemblée nationale. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup Ibrahima de nous avoir parlé de ça et de nous rappeler d'où viennent nos droits, parce que l'histoire sert à lire aussi notre présent, et grâce à ta rubrique, ça nous remémore des choses importantes de notre histoire. Oui, surtout que je pense que c'est très important de rappeler ce fait, alors que le régime de Vichy s'était vraiment englué dans la voie de la collaboration. Je pense qu'il est important de rappeler que la résistance a beaucoup contribué à vouloir, on peut dire sauver les meubles, sauver l'honneur, rétablir un peu quelque chose qui était détruit par la défaite et l'occupation. Et oui, merci. Merci.
pour ce moment culturel, lui aussi, différent de la poésie, mais tout aussi enrichissant. Et maintenant, ça va être une toute nouvelle forme de culture à laquelle nous allons avoir accès, puisqu'il s'agit de la chronique inutile de Dorian sur les anecdotes des adhérents. Les sabots inutiles de Dorian, pour devenir expert en rien et briller là où personne ne regarde. Et bonjour à tous. Aujourd'hui, oubliez les Oscars. Place aux vrais super-pouvoirs. Ceux qu'on n'expose pas, mais qui mériteraient une statue. En pâte à sel, bien sûr. Voici les savoirs inutiles et fièrement assumés des adhérents du GEM. On ouvre le bal avec Cindy, alias Buffy la tueuse de mouches. Avec elle, pas besoin de tapette, elle les élimine en une seule frappe, avec n'importe quoi sous la main. Un chausson, un rouleau à pâtisserie, et probablement même avec le regard. Mais ce n'est pas tout. Cindy sait aussi faire des ronds de fumée façon chat du Cheshire, bouger ses oreilles toute seule, et attention, ce dernier talent est revendiqué exclusivement par Cindy, car oui, la présidente et adhérente du GEM, Madame Aurélie Gaillou, possède la même aptitude. Mais Cindy, elle, a pris les devants. Elle a déposé une revendication officielle avec menace de poursuite judiciaire. L'affaire est désormais entre les mains de Maître Tu vas prendre cher du célèbre cabinet Véreux et Associés. On vous tiendra informé, car c'est du sérieux. Et alors qu'on pensait avoir tout vu, Marine a repoussé l'horizon. Elle peut plier ses orteils à l'envers. Oui, vous avez bien entendu, à l'envers, comme si ses pieds essayaient un moonwalk intérieur. Elle sait aussi un truc de fou. On respire par une seule narine à la fois. L'autre fait une pause. Et ça change toutes les quelques heures. Oui, c'est réel, et ça s'appelle le cycle nasal ultradien. Ton nez est, en gros, un parfait petit politicien. Un coup à gauche, un coup à droite, mais toujours dans le vent. Passons à Jérôme maintenant. Il nous confie qu'il parle la langue de feu, F-E. Alors, entre nous, personne ne sait vraiment ce que c'est. Un dialecte oublié, une langue elfique, une invention de science-fiction, mystère. Et c'est beau. Enfin, on suppose parce qu'on ne comprend rien. Mais il insiste. Donc, on valide. Passons ensuite à Corentin, un concentré de talent en série limitée. Il connaît par cœur tous les épisodes de Code Lyoko et probablement les génériques en 15 langues différentes. Il sait plier ses premières phalanges façon origami digital et il maîtrise une technique secrète pour retenir la table de 9. La méthode existe vraiment et entre nous, elle n'est pas très secrète. Je vous explique. Vous mettez vos deux mains devant vous et vous pliez le doigt correspondant à la multiplication. Par exemple, le 3e pour 3 fois 9. À gauche, vous comptez les doigts avant et à droite, ceux après. Ça fait 2 et 7. Boum, 27. Corentin, à moins d'une autre technique secrète dont je n'ai pas connaissance, il va falloir faire mieux la prochaine fois. On passe à Aurélie, notre présidente multitalent. Elle sait bouger ses oreilles. Le procès est en cours et tant qu'un verdict officiel n'a pas été prononcé, Madame Gaillou est considérée comme présumée faussairement innocente. Mais Aurélie peut aussi parler plusieurs langues dans une même phrase, un peu comme Google Traduction en pleine crise identitaire. Et elle peut te regarder droit dans les yeux sans t'écouter du tout. Ce dernier, c'est ce qu'on appelle la pseudo-écoute. Mais moi, je préfère dire le regard de truite, l'art de hocher la tête pendant qu'on pense à sa liste de courses. Aurélie, c'est le mode avion incarné. Et on termine en beauté avec Manu, notre animateur du GEM et homme orchestre dentaire. Son talent, il fait de la musique avec ses dents. Non, ce n'est pas une blague, c'est du body music. Les beatboxers utilisent leur bouche, leur langue, leur palais, et Manu y ajoute les molaires, un vrai DJ de la mâchoire. Et moi aussi, je fais de la musique avec mes dents.
mais uniquement la nuit. On appelle ça le bruxisme. Un jour, on fera un duo, Manu, et on s'appellera les émailleurs du son. C'est avec ça qu'on termine cette chronique, chers auditeurs. Et n'oubliez pas, les vrais super-pouvoirs, ce n'est pas que voler ou devenir invisible. Parfois, c'est plier un orteil, tuer une mouche, ou faire un beatbox avec ses incisives. Au GEM, on le sait bien, l'inutilité est un art, et nous, on en est fiers. Allez, ciao! Yes, ciao. Merci Dorian. Les micros étaient coupés, peut-être heureusement, puisqu'on n'a pas arrêté de se marrer. Donc si vous aussi vous avez des talents inutiles et plein de choses dans ce goût-là, n'hésitez pas à nous en faire part pour peut-être faire partie d'une prochaine chronique. Les orteils là, c'est bizarre. Ça fait mal. Ouais. On lui demandera, tiens. Une prochaine chronique donc. On arrive tout doucement à la fin de l'émission, mais avant de clôturer l'émission, nous avons encore un temps de notre table ovale à propos de la thématique, donc comment vivre sa vie d'adulte autiste sans accompagnement par les structures spécialisées. Ibrahima, tout à l'heure, les échanges t'ont touché, je crois, t'ont marqué et te donné envie de partager ton expérience. Oui, c'est par rapport à Tristan. Ce qu'il disait, ça. Moi, je suis un peu perdu, Manu. Ouais, pas de souci, on peut relancer une autre discussion. Ouais, c'est ça. Oui, c'est comme je voudrais bien qu'on. C'est vrai qu'il y a une grande pause, donc. Ouais, c'est Tristan. Il disait qu'il on parle d'autonomie, c'est ça? Ouais, on parlait d'autonomie, puis Tristan, je crois que tout à l'heure tu parlais du fait que des fois tu avais besoin d'un coup de main au niveau administratif et au niveau du travail. Ouais, c'est ça. Moi, je sais prendre le bus, je sais me déplacer, je sais prendre le train, l'avion, enfin tout ça. Mais pour l'administratif, je ne sais plus me débrouiller, quoi. Et toi, Ibrahima, aujourd'hui, est-ce que tu as un accompagnement spécifique? Oui. Et est-ce que tu peux nous en dire qu'est-ce que c'est, comment ça marche? À la Maison Relais? Bah ouais. Oui, j'ai un tuteur. Sébastien Chargé qui gère mes comptes parce que je suis tout sous tutelle, et Jordan Clément qui s'occupe de moi à la Maison Relais parce que j'ai fait quelques petites bêtises, c'est pour ça que je suis sous tutelle. Et donc et là pour les papiers c'est pareil, je savais remplir les papiers, mais maintenant je sais lire et écrire, je sais compter, mais je suis pas analphabète, c'est pas ça, mais comment vous dire, c'est tellement. On vous demande parfois, rendez-nous le récépissé avec l'alinéa numéro 4, plus ce texte. Des fois, je n'y comprends rien, quoi, Manu, quoi. Ouais, ça et je demande tout, c'est Jordan ou Salomé ou Serge qui scribe le papier. Parce que moi, je n'ai pas fait d'erreur. Et si je remplis pas le bon papier et que je donne ça à l'administration, j'ai peur que ça soit faussé, quoi. Ouais, surtout que toi, tu peux avoir régulièrement des besoins en santé, des besoins pour ton logement et tout ça. Tout ça, c'est M. Serge qui s'occupe de tout ça, quoi. Ouais, okay. Par exemple, pour ma carte de bus et tout ça, j'ai fait appel à M. Chargé, et après Jordan m'a dit ce que je devais faire. Après j'ai dit à M. Chargé ce que m'a dit Jordan, il m'a envoyé tous les papiers et j'ai été à la mairie et je suis allé à la Vitalis et idem pour mon séjour à Toulouse. Je vais chercher une ordonnance. Il m'a dit Jordan pour mes médicaments, voilà, de renouvellement de médicaments avec mon publié, pour mon publié, voilà, non c'est pour les médicaments pour mon publié que j'ai moi-même à Toulouse, quoi. Bon, et puis tu peux le dire, on est qu'entre nous. Est-ce qu'ils font un bon boulot alors, Jordan et sa collègue, j'ai oublié son prénom. Il faut quand même, pour moi, je sais, pour tout le monde. Et pour moi, Jordan s'occupe de moi. Je le savais, c'est pour ça que je disais ça. Il fait bien ça. Quand je suis content qu'il soit là, quand même. Ouais. Et me suis chargé aussi. Surtout me suis chargé, moi Jordan aussi, me suis chargé en ce moment qui jamais compte. Puis l'intérêt de la Maison Relais, c'est que eux, ils sont là finalement assez rarement, mais sur les petits besoins que tu peux avoir, notamment administratifs, comme tu nous as dit, mais qui te permet d'avoir quand même ton appartement et de vivre de manière autonome dedans. Donc ça, c'est une vraie chance, quoi. Je gère bien, mais je savais faire ça avant, Manu. Et pourquoi maintenant j'ai perdu la pied à ça, quoi. Si ça peut te rassurer, Ibrahima, les démarches administratives et les tracasseries administratives sont compliquées pour tout le monde, y compris les neurotypiques.
Et c'est un ancien agent administratif qui te le dit. Donc voilà, l'administration est très compliquée et met beaucoup de personnes dans la panade. Et en plus, l'État avait dit qu'il voulait simplifier les démarches administratives pour les gens, pour le peuple, et ils n'ont pas... c'est raté. C'est de plus compliqué, Manu. C'est de plus en plus compliqué, quoi. Et moi, heureusement qu'on est derrière moi. Alors que je sais prendre le train, je sais prendre l'avion, je sais prendre à Paris, je sais me débrouiller. Je sais prendre le métro, je me débrouille bien à Paris, quoi. Je me permets, je pense que ce qui est important dans ce que tu dis, Ibrahima, c'est que l'autonomie que l'on évoque depuis tout à l'heure, elle dépend de chaque personne, de son vécu, et ne concerne pas... Enfin, généraliser une autonomie, ça me semble difficile. Pour moi, ça doit être personnalisé. On peut être autonome sur certains sujets. Toi, tu disais, tous les transports, enfin, aucun transport ne te pose de problème, mais l'administratif, là, il y a, entre guillemets, un manque d'autonomie. Et bien, pour une autre personne, ça peut être l'inverse. Ça peut être, prendre le bus, c'est hors de question. Passer un coup de fil, c'est hors de question. Par contre, je gère les papiers comme c'est pas permis, tu vois. Et on est tous différents et on n'a pas tous le même, entre guillemets, degré d'autonomie selon les domaines, quoi. Il faudrait une structure qui permette l'entraide, ce serait formidable. Ouais, mais un GEM, ça me dit quelque chose, ça, c'est pas mal. Et puis, je voulais me permettre, quitte à voler le micro, c'est que si on parle des besoins des personnes, et ce qui me semble intéressant, c'est d'essayer de voir les choses dans l'autre sens aussi. J'aime bien ce qui est bilatéral, allez savoir pourquoi. Mais il faut penser qu'il y a certaines structures ou institutions, ou on va dire structures, qui font, je pense, de leur mieux avec les moyens qu'elles ont, et je n'émets aucune critique pour l'instant. Et il y a des listes d'attente qui sont souvent longues parce qu'il y a plus de demandes que de possibilités pour plein de raisons. Il peut y avoir des accompagnements plus longs que prévu ou plus longs que d'autres, etc. Et ce qui me semble important aussi, c'est... j'attends, j'ai oublié. Oui, c'est que... non, je l'ai plus. Ouais, c'est de partager un peu le regard que peut avoir le médico-social, quoi. Oui, mais c'est pas facile pour différentes structures de faire tout le temps du cas par cas. Parce que ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande des moyens. Et il n'est pas non plus évident pour nous, personnes concernées, de savoir quelle structure existe pour quel type de besoin. Ouais. Ça a été... c'est un sujet qui est toujours d'actualité. Et juste avant ça, on peut quand même souligner qu'il y a beaucoup de structures qui mettent une énergie dingue à faire de l'individualisation. Tout à fait. Ce que tu pointes, c'est que c'est pas évident à faire parfois avec les moyens qui y sont, et c'est d'autant plus louable pour celles qui réussissent à faire des projets individualisés et qui avancent là-dessus. Et pour autant, et c'est le deuxième point que tu soulevais, c'est que des fois on ne sait pas quelles sont les structures et quels droits on peut avoir accès. Ni ce que proposent certaines structures. Si je prends mon exemple personnel, quand j'ai évoqué le PCPE tout à l'heure, c'est parce que c'était marqué dans ma notification MDPH. Je ne savais même pas ce que c'était. C'était juste marqué prenez rendez-vous et débrouille-toi. Je ne savais pas ce que c'était, je ne savais pas que ça existait. Fort heureusement, c'est une super structure qui m'ont expliqué ce qu'ils faisaient. Mais au démarrage, c'est pas évident. C'est-à-dire que j'avais la possibilité d'avoir accès à cette compréhension. J'imagine qu'une autre personne qui est peut-être moins autonome ou plus anxieuse que moi aurait eu des difficultés à aller chercher l'information. Parce qu'on nous la donne sur un papier, il faut se débrouiller derrière. Et aujourd'hui, face à ça, ceux qui nous écoutent, comment est-ce qu'on peut les conseiller pour savoir comment aller chercher les informations sur ce qui existe, ce qui n'existe pas ? C'est une culture que souvent ce sont les assos de parents. Je vois Autisme Vienne qui, face aux parents des personnes autistes, vont orienter, vont conseiller, vont dire ce qui existe. C'est le cas de notre GEM aussi, on le fait beaucoup. Le Centre Ressources Autisme aussi sur le territoire fait ça, du conseil pour exprimer ce qui existe. Voilà, c'est quand même des pistes qui me semblent importantes de pointer maintenant, quoi. Tout à fait. Et je tenais à dire, à un dernier point, Jordan Clément est un très bon cuisinier. Donc si vous passez par la maison de relais, venez à nos repas, parce qu'il cuisine très très bien quand on fait les repas en commun. On y va de la part d'Ibrahima et Jordan nous fera manger. On est combien? On est 22. Merci, c'est l'heure de clôturer l'émission. Merci à tout le monde d'avoir partagé. Tout comme les chroniques inutiles, on voit qu'il y a énormément de passions différentes, de personnalités différentes, de manières différentes de s'approprier ce projet radio. Et pour ça, je vous en remercie parce que ça montre vraiment
le panel, la diversité des personnes qui sont ici. Et ça fait chaud au cœur et c'est toujours un grand plaisir pour ma part. Oui. Ah ouais. Le micro. Ouais. Et on se revoit pour de prochaines chroniques. On se retrouve donc, ce sera le vendredi 27 juin. 27 juin. À Neuville-du-Poitou, nous serons au siège. On sera donc directement dans les locaux de Style FM pour la dernière émission de cette saison, pour cette émission de Sur la même longueur d'onde. Merci à Style FM. On se donne rendez-vous dans un mois. Sur la même longueur d'onde.